Salut, moi c'est Giaco. Les revues, les présentations de produits, c'est formidable. Le problème, c'est qu'avec celle-ci, vous n'avez qu'un point de vue, un retour figé sur un produit. Difficile de savoir, après un an, quelle est la validité des propos qui ont été donnés dans ces vidéos sur les appareils qui ont été présentés. Dans le cas d'une interface audio par exemple, quid des évolutions logicielles qu'a fait le constructeur? Dans le cadre d'un produit en précommande ou en pré-production, qu'est-il devenu de celui-ci? Et dans le cadre d'un appareil qui présente un défaut, est-ce que le constructeur a réglé le problème? Dans ce premier opus de ce qui, je l'espère, deviendra un rendez-vous annuel, je vous propose donc de revenir sur toutes, oui toutes, vu que c'est la première édition, mes présentations de produits, afin de voir ce qu'il en est devenu, si j'ai conservé ou si j'ai vendu ou renvoyé ces appareils, et faire un petit tour un peu des impressions que j'ai jusqu'à 6 ans, oui, après la publication de celle-ci. Alors sans plus tarder, je vous propose de commencer ce tour de mes vidéos de présentation de produits par ordre chronologique croissant. Commençons donc par la première présentation de produit de ma chaîne qui est sans grande surprise une présentation du Shure SM7B que j'avais acheté de ma propre poche et que j'ai encore en ma possession. Depuis la sortie de cette vidéo, le marché des microphones dynamiques de diffusion a évidemment énormément évolué. Mais pour ce qu'il en est du Shure SM7B, celui-ci a reçu une nouvelle version, on va dire une nouvelle édition, qui est le Shure SM7DB en septembre 2023. Cette nouvelle version vaut, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, 151 € de plus que le Shure SM7B et n'apporte à celui-ci que l'intégration d'un préampli inline intégré, permettant donc de rehausser le niveau sonore du micro, qui est d'habitude assez faible, en l'échange d'une alimentation fantôme 48 volts envoyée dans le cul de celui-ci. La question c'est, est-ce que 151 € d'écart de prix justifie l'intégration de cet appareil qui, de manière générale, coûte entre 27 pour les moins chers et 145 € pour les plus chers. J'ai de gros doutes, donc j'aurais tendance à dire que ce produit en l'état garde toujours sa pertinence, mais pour ajouter un peu plus au propos, soyez très très attentifs si vous achetez cet appareil d'occasion, car depuis 2-3 ans, les contrefaçons chinoises de ce microphone font légion et sont très crédibles. La procédure à suivre serait donc de demander le plus d'images possible du produit, et si vous pouvez le faire, un numéro de série à la personne qui vend le micro pour prendre contact auprès de Shure et demander l'authenticité de ce microphone. La deuxième vidéo de présentation qui était sortie sur ma chaîne était celle du microphone dynamique à main SE Electronics V7, qui était un prêt familial et que j'ai donc retourné aux membres de ma famille qui me l'avaient gentiment prêté. Cette vidéo abordait la présentation de ce micro sur un angle qui le qualifiait de micro intéressant, pertinent pour la création de contenu. Et l'angle utilisé était pertinent en 2020, mais en 2026, 6 ans plus tard, le marché des microphones dynamiques a énormément évolué, notamment grâce au développement massif des podcasts et de la création de contenu en ligne. Donc autant dire que depuis la sortie des Presonus PD70, GoXLR Mic, PodMic et autres Shure MV7+, ce genre d'appareil est beaucoup moins pertinent. SE Electronics eux-mêmes ont sorti il y a quelques années les SE Electronics Dynacaster DCM3 et 6 qui répondent à ce besoin, et que j'ai présenté dans une vidéo ultérieure. Vous aurez donc mon avis à jour sur ce produit dans quelques instants. La troisième présentation de produit que j'avais fait concernait l'Afex 230, qui est un appareil que j'avais acquis et qui est toujours là, sous mon bureau, en dessous de ma console de mixage. Et c'est un bilan assez triste que je fais de cette vidéo en la mettant à jour aujourd'hui, car la marque Afex a été rachetée par Rode Microphones en 2015 et a été progressivement complètement absorbée dans la partie production de matériel. Ce qui fait que lors de ma sortie de vidéo en 2020, l'Afex Channel qui succédait l'Afex 230 était déjà très compliqué à se procurer, alors que c'était à peu près l'une des seules tranches de console haut de gamme faites pour de la voix parlée et du podcast. Et j'imagine que ouais, ce qui restait en stock, en fait, c'était des écoulements de stock restants. Et par la suite, les produits ont complètement disparu du catalogue, le site d'Afex a disparu jusqu'à l'absorption vraiment totale de la marque il y a quelques années, et qui a été caractérisée par l'apparition de traitements Afex dans les appareils Rode, principalement les Rodecaster Pro 2, Rodecaster Duo, Rodecaster Vidéo, le Rode PodMic USB et le Rode NT1 5e génération, qui ont vraiment les traitements Afex complètement accessibles avec tous les réglages de disponibles, ce qui permet vraiment de faire quelque chose d'assez sympa. Donc je suis très content d'avoir toujours cette tranche de console qui devient une rareté et qui coûte un bras d'occasion, donc ne l'achetez pas, achetez un Streamer X ou ce que Rode aura sorti au moment où vous visionnerez cette vidéo et qui dispose de ces capacités de traitement là, parce que vraiment, ça vaut pas 800 balles quoi, surtout d'occasion. Nous restons dans le monde des tranches de console avec ma vidéo de présentation suivante qui parlait de la DBX 286S, qui est désormais sur le marché des tranches de console la seule dédiée à de la voix parlée et du podcast. Donc pas grand chose à dire de neuf sur cet appareil, le propos dans ma vidéo reste assez cohérent sur le fait que c'est pas le meilleur outil du monde, qu'il répond aux besoins, mais que les
réglages et la caractérisation des réglages, la façon dont ils sont nommés sur l'appareil sont assez nébuleux et vous permettent pas d'apprendre comment manipuler des traitements de ce nom. Ce que j'ajouterais, c'est juste que Behringer ont sorti en 2024-2023 une réplique de la DBX 286S coûtant 50 € de moins et intégrant une interface audio USB, ce qui permet de la raccorder directement à votre ordinateur. J'ai pas essayé cet appareil, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez plus pour moins d'argent et que ça aura possiblement des conséquences sur la qualité de fabrication, la qualité sonore et la durabilité de cet appareil. La vidéo de présentation suivante abordait l'Altron MA614S, un bras micro inspiré du Yellowtech Mica, un bras utilisé dans le monde de la radiodiffusion assez emblématique, qui était une véritable bouse quand il s'agit de l'Altron et qui avait fini par lâcher au niveau de l'attache du bureau, que j'avais acheté de ma poche et qui a donc cassé. Alors, en actualisant mon avis sur ce produit, je vais bien évidemment pas me mettre à magiquement vous le recommander parce que le constructeur n'a absolument pas réglé le problème structurel qui cause la casse de ce bras. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous réorienter vers les produits de chez Elgato et de chez Rode, qui sont beaucoup plus étoffés qu'auparavant en termes de bras micro. Il y a des choses un peu plus design du côté de chez Elgato, et des choses plus silencieuses, plus esthétiques et plus robustes du côté de chez Rode avec le PSA1+. Donc, aucune raison d'acheter un truc qui ressemble à une copie de Yellowtech Mica et qui marche mal. Retournons dans l'univers microphonique avec ma présentation de l'Electro Voice RE320, que j'avais essayé chez un abonné chez qui j'étais venu faire les réglages, et que je lui ai donc laissé. Alors, vraiment pas certain de l'angle que j'avais utilisé pour la production de cette vidéo, qui est dans son époque et dans des erreurs de jeunesse, mais meilleur que le SM7B, non. Et désormais plus du tout la seule référence robuste et qualitative à moins de 300 €. Comme je l'ai dit, le marché des micros dynamiques de diffusion s'est énormément étoffé. Ma vidéo suivante combine l'aspect micro avec l'aspect casque car il s'agissait d'une présentation du Sennheiser HMD 280 Pro. Un micro-casque qui m'avait été prêté par un ami et que je lui avais retourné. Alors, le propos de cette vidéo était très radical, un peu de mauvaise foi à plein d'endroits et a été nuancé dans des vidéos suivantes sur les micro-casques. Tout ce que je peux vous dire en termes matériels, c'est que la sortie de l'Audio-Technica ATH M50X STS a foutu un bon coup de pied dans la fourmilière du marché des micro-casques de diffusion, et que si jamais aujourd'hui je vous recommandais d'acheter un micro-casque, ce serait probablement beaucoup plus celui-ci que le HMD 280 Pro, sauf si vous êtes dans un environnement très bruyant, auquel cas la capsule dynamique d'un micro-casque comme le Sennheiser HMD 280 Pro aura un avantage sur la capsule à condensateur du ATH M50X STS. Passons désormais à une vidéo de test plus que de présentation remplie de tests scientifiques artisanales, ma vidéo de dérecommandation des boucliers acoustiques. Depuis la sortie de cette vidéo, le marché des boucliers acoustiques n'a pas terriblement évolué, et il reste énormément d'appareils peu coûteux et peu efficaces. L'un des problèmes techniques qui fait que ces appareils sont peu efficaces est le fait qu'ils ne couvrent pas la personne, le locuteur et le microphone à 360 degrés. Mais une marque a réussi à se démarquer ces derniers temps, il s'agit d'Isovox qui a produit des espèces de petites cabines qui, elles, pour le coup, ont un rabat qui se ferme derrière votre tête, qui sont principalement faits pour du chant et de la voix parlée du doublage, et qui permettent d'isoler complètement le locuteur. Ces boucliers acoustiques, à contrario du MyScreen que j'avais présenté dans ma vidéo, sont efficaces. L'inconvénient, c'est leur prix. 1000 € quand il s'agit des Isoboost d'Isovox. L'une des choses qui justifie le prix étant l'avantage de la place. Quand on est doubleur ou voix off et qu'on a un petit espace pour enregistrer chez soi et pas la possibilité de faire une cabine, l'investissement le justifie. Quant à ceux qui ont le budget et l'espace, je vous dirais d'aller acheter une cabine ou de vous en confectionner une. Pour 1000 €, vous aurez largement le budget pour vous doter correctement et pour éviter la crise de claustrophobie. Et pour ceux qui auraient ni le budget, ni la place, ni la claustrophobie, sachez que T-Acoustic, une marque d'Ottoman, en ont fait une copie à 389 €. Retour une fois de plus au micro, oui décidément c'est ma passion, pour parler d'un micro USB, le Blue Yeti. Celui-ci m'avait été prêté très gentiment par un abonné et je lui ai donc retourné le micro après présentation et test. Les années passent, cette vidéo étant tournée en 2022 et maintenant en 2026, mais le marché des micros USB s'est très peu étoffé de microphones multidirectionnels, en tout cas regroupant autant de directivité que les Blue Yeti. Et même les micros stéréo USB, c'est très compliqué à trouver. Je dois donc toujours reconnaître la pertinence de cet appareil malgré son manque de qualité. Quand il s'agit de microphones stéréo USB, le Yeti étant principalement pertinent pour des gens qui font de l'ASMR et qui s'en servent uniquement en stéréo, j'en avais parlé dans ma vidéo et je l'avais noté en description, mais le plus intéressant peut être à ce moment-là, soit de s'équiper d'un micro stéréo USB. En termes de microphone USB stéréo, Shure ont sorti deux modèles. En mars 2025, le MoveMic 88+, qui a l'avantage d'être un micro stéréo sans fil USB. Et en janvier 2026, le MV88 USB-C, mais qui est surtout fait pour une utilisation avec smartphone. La deuxième solution, aussi efficace que compacte et autonome, celle d'utiliser un enregistreur nomade doté de capsules stéréo. Ou la troisième, la plus chère mais aussi la plus qualitative et la plus évolutive,
intuitive, celle de se doter d'une configuration avec interface audio et micro stéréo, ou de micro-crayons appairés. Vidéo suivante, présentation de produit suivante, et cette fois-ci on arrive enfin dans le secteur où je n'ai pas présenté que du matériel audio, mais aussi du matériel vidéo. Et j'avais ouvert le bal avec la présentation du Blackmagic Design Speed Editor. Un appareil qui m'avait été prêté par la marque dans un premier temps, que j'avais renvoyé, et lors d'un contrat moral ultérieur lors de la présentation d'un autre produit de la marque, il m'en avait envoyé en contrepartie en paiement de ses présentations de produits. Je suis toujours utilisateur de cet appareil et je suis toujours un adorateur de la jog wheel qui permet vraiment de naviguer de manière fluide dans sa séquence pour en faire des découpages. Le truc, c'est que dans mon usage, je n'ai aucun intérêt des boutons de mélange multicam. En vérité, ce qui serait formidable et ce que Blackmagic n'ont toujours pas fait, c'est de produire une version qui se contente juste de la jog wheel et des différents modes de navigation et du play pause. Très concrètement, en fait, reprendre le design de leur magnétonomade, le HyperDeck Shuttle HD. Sauf que Blackmagic ont fait exactement l'inverse de ce que je voudrais qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils ont sorti une version encore plus massive du Speed Editor et adaptée à un autre usage. Il s'agit du Replay Editor, annoncé en avril 2024, et dont l'intérêt, comme son nom l'indique, est de permettre l'édition de replays d'action en direct. Donc typiquement, la VAR. Alors c'est hors de prix, ça ne nous concerne absolument pas nous créateurs de contenu et je vous le présenterai probablement jamais. Alors pour finir sur une note positive, sachez que désormais, pour l'achat d'un Speed Editor, vous aurez systématiquement une licence DaVinci Resolve Studio d'offerte, ce qui n'était pas le cas précédemment. On continue dans la lancée Blackmagic, cette marque m'ayant envoyé plusieurs produits en même temps pour présentation renvoyée après. Parlons des Blackmagic ATEM Mini. Si je dois admettre une chose, c'est que l'angle choisi pour la rédaction de cette vidéo était aussi expérimental que moyennement pertinent. Parce qu'il faut le reconnaître, le flux de travail des mélangeurs vidéo traditionnels est rigide pour les créateurs de contenu, notamment particulièrement pour la création d'habillage en direct. Mais s'il y a une chose qu'il faut reconnaître à cette petite gamme d'enregistreurs, c'est que, à l'échelle du marché des mélangeurs vidéo en général, ça a créé un bouleversement de malade. Il y a une quantité énorme de mélangeurs vidéo compacts et abordables qui ont fait leur arrivée sur le marché. Pour vous en citer quelques-uns en les lisant, on a les Yololive Yolobox, les Magewell Director, les Rode Rodecaster Vidéo. Oui, Rode se sont mis aux mélangeurs vidéo. Hyper intéressant parce que dans la génération d'habillage, ils sont assez confortables. On crée vraiment en fait des scènes un peu à la OBS. Et surtout, il y a les mêmes capacités de traitement et les mêmes préamplis que dans une Rodecaster son. C'est assez exceptionnel. Le Atomos Ninja V+, qui est une extension pour les enregistreurs vidéo Atomos. Et pour citer quelques marques chinoises avec des noms formidables, on a Cinetric, Avematrix, ProLink et Fieldworld. Du côté de la marque en elle-même, suite à la publication de ma vidéo, elle avait sorti des modèles SDI et tout récemment, en avril 2025, elle a sorti le ATEM Mini Extreme ISO G2 qui rebat pas mal les cartes parce qu'il aborde déjà un format qui est beaucoup plus conventionnel par rapport aux mélangeurs vidéo, donc c'est une façade plus robuste avec des potards et une barre en T pour faire la transition, ce qui n'était pas le cas des précédents où c'était juste des boutons en silicone. 8 entrées et 3 sorties HDMI, un multiview 16 vues, une connexion Thunderbolt qui permet de capturer et de lire des médias et de gérer le replay, 2 entrées XLR, 6 DVE qui permettent de faire des mélanges, etc. pour 1990 €. Donc on a effectivement monté d'un cran. Toujours chez Blackmagic, la BMPCC 4K, pareil, appareil qui m'avait été prêté et que j'ai retourné. Et nom de Dieu, j'avais vraiment fait un travail pas terrible d'étalonnage des plans tournés à la BMPCC 4K, c'est assez terrifiant. Toujours est-il que lorsque j'ai eu la possibilité d'investir dans une caméra cinéma, mon choix ne s'est pas porté sur une Blackmagic, mais une Zcam E2 S6 qui me filme actuellement. Pour une raison très simple, c'est que celle-ci disposait du contrôle en réseau et sur smartphone que ne proposent toujours pas les Blackmagic Pocket Cinema Camera, mais que proposent d'autres gammes de caméras Blackmagic sorties plus récemment, comme par exemple la gamme Pixis sortie en avril 2025. Mais pour revenir à la BMPCC et à cette gamme en général, elle est toujours maintenue par Blackmagic, la gamme s'est étoffée de 2 modèles Sika, la Sika et la Sika Pro, et tant qu'à boucler le tout, Blackmagic ont également sorti une nouvelle version de la Cinema Camera, qui se démarque des Pocket par un capteur Sika plein format. Donc un capteur plus conséquent en comparaison des BMPCC Sika et Sika Pro qui ont un capteur format Super 35 et encore plus petit sur la BMPCC 4K qui est un capteur micro 4 tiers. Ces caméras étaient et sont toujours principalement axées vers le marché de la production cinéma à petite échelle et petit budget, mais il est intéressant de constater que Blackmagic travaille actuellement sur une mise à jour logicielle pour les BMCC et BMPCC rajoutant un autofocus continu, ce qui les rendrait plus pertinentes pour du créateur de contenu et des caméramans qui n'ont pas envie de se faire chier avec la mise au point. On passe du coq à l'âne, ou plutôt de la vidéo au son, pour retourner dans le marché des micro-casques, avec ma présentation des Superlux HMD et HMC 660. Le HMC que j'avais acheté de ma poche d'occasion, et le HMD qu'un abonné m'avait envoyé. Le HMC a cassé, et le HMD je l'ai rendu à son propriétaire. À date, en janvier 2026, et depuis la sortie de cette vidéo, aucune autre alternative ne s'est présentée à ce tarif. Donc que dire, ils ont plein de défauts, mais c'est un peu les seuls à faire ça, et pour le prix, faut pas en demander plus.
La vidéo suivante ne présentait non pas un micro, mais un outil qui sert à les tenir en place. Il s'agissait de ma présentation du Blue Compass, qui était un appareil que j'avais acheté et que j'ai toujours en ma possession. Vous constaterez que j'ai remplacé celui-ci par une configuration Yellowtech Novus, qui gère en fait l'ensemble de ma caméra, mon micro, mes éclairages et mes écrans. Mais le Compass s'intègre vachement bien à cette configuration parce qu'en fait il a toujours un intérêt, il sert à tenir la caméra zénitale qui sert à filmer mon bureau lors de mes diffusions en direct. Que dire sur celui-ci, à part qu'il a changé de nom. Logitech, qui avait racheté Blue il y a plusieurs années de ça, ont complètement fini l'absorption de la marque, et vous trouverez donc désormais le Compass sous la marque Logitech G. Il est également de plus en plus compliqué de trouver dans les catalogues des sites marchands le Blue Compass, j'aurais donc tendance à vous dire, comme pour le MA614S, de vous tourner vers les propositions de Rode et de Elgato qui sont beaucoup plus faciles à se procurer, et tout aussi qualitatifs que le Compass. Retour au micro dans ma vidéo suivante qui abordait le Presonus Revelator, un micro qui m'a été donné par la marque et que j'ai vendu par la suite. Celui-ci m'a servi de nombreuses années après le tournage de la vidéo de présentation, il m'a servi pour réaliser des diffusions en direct et des enregistrements lorsque j'étais en contrat CDD un peu partout en France pour Radio France. Grâce à ses capacités de traitement intégrées, je lui avais fait un chouette traitement micro qui franchement marchait assez bien. La seule chose que je pourrais lui reprocher avec le recul, c'est la peinture, qui s'est pas mal effritée avec le temps. En même temps, il était collé à un bras micro et il ballottait dans une valise, donc est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au micro? Je sais pas trop. En janvier 2026, et depuis 1 an et demi maintenant, il est de plus en plus difficile cependant de se procurer les appareils de la gamme Revelator de Presonus, qui elle aussi semble en disparition progressive. Elle a rejoint le groupe Fender, et la première annonce de l'année de Fender a été de sortir tout plein d'interfaces audio de la marque Presonus sous la marque Fender. Donc autant dire que ça sent un peu le roussi. Entre temps, la marque avait annoncé la sortie du Presonus Revelator Dynamic, qui était une fusion entre l'arrière, on va dire ça comme ça, l'arrière-train du Presonus Revelator et la partie capsule et façade du Presonus PD70, leur micro dynamique de diffusion. Proposition intéressante, mais qui, presque dès sa sortie, a été très difficile de trouver à l'achat en Europe. Alors, on va pas non plus pleurer pendant des heures la disparition de ces micros du marché des micros USB, parce que celui-ci a bien évolué depuis la sortie de ces appareils. Rode propose notamment maintenant les Rode PodMic USB et Rode NT1 5e génération, qui disposent de toute la palette de traitement Afex. Et je peux également citer l'Antilope Audio Axino Synergy Core, qui a à peu près le même style de traitement que les Presonus Revelator, dans le sens où vous avez le choix sur vos différents étages de traitement, si vous voulez avoir des choses avec un style, un caractère particulier, ou un style neutre. Passons à la revue suivante, qui évoquait non seulement un appareil physique, mais aussi un concept logiciel. Il s'agissait de ma vidéo sur MIDI Mixer, et dans son incarnation physique, mon Behringer X-Touch Extender. Un appareil que j'avais acheté de ma poche et que j'ai revendu. Toujours est-il que pour parler de cette solution logicielle matérielle que j'avais présentée, eh bien elle a totalement été abandonnée par le développeur depuis décembre 2022. Le projet n'est plus mis à jour et vous pouvez toujours continuer à le payer sans aucune évolution de celui-ci, ce qui est un petit peu discutable. Le vrai regret, c'est que des alternatives égales et ce qui serait merveilleux pour assurer le maintien de celle-ci open source, n'ont pour l'instant pas fait leur apparition. Ce qui est sûr et intéressant, c'est que cette fusion entre une Go XLR, comme je l'avais évoqué, un mélangeur audio, nous dirons, et un Stream Deck a fait des émules, notamment chez Elgato, qui ont sorti le Stream Deck Plus, qui permet d'avoir des potards et donc de gérer des niveaux sonores, et chez Beacon par exemple, qui ont sorti les Beacon Mix et Beacon Mix Create, qui sont des mélangeurs audio logiciels avec contrôle physique. Donc voilà, triste fin pour cette solution qui était pourtant particulièrement intéressante et qui avait de l'avenir. Si jamais un jour une solution de ce style fait son apparition, j'hésiterai pas à vous en parler. Parce que je trouve l'idée d'avoir une solution logicielle ouverte sur n'importe quel matériel reste toujours très intéressante. Petit retour chez Presonus pour parler de ma présentation de la Revelator IO 24 que j'avais achetée puis retournée parce qu'elle avait un défaut matériel. Aujourd'hui, en janvier 2026, tout comme les micros de la gamme Revelator, la disponibilité de la IO 24 est plus qu'hasardeuse sur les revendeurs en ligne. Alors les capacités de traitement et l'interface pour interagir avec restent excellentes, mais les préamplis, il faut le reconnaître, ont posé des gros problèmes chez de nombreux utilisateurs qui n'avaient pas assez de gains pour alimenter leur micro dynamique, notamment les PodMic et les SM7B. Et surtout, et le plus important, ce qui a lancé une petite crise à l'échelle de ma chaîne à l'époque, sont apparus chez de nombreux utilisateurs, et moi notamment, des parasites qui apparaissaient dans les enregistrements et qui étaient liés à une mauvaise isolation de l'alimentation, qui arrive par le bus USB. Et Presonus ont pris un temps colossal à régler ce problème. Il a donc impacté énormément d'utilisateurs qui avaient acheté cette interface sur mes conseils. J'ai donc fait le choix de retirer ma vidéo le temps que le problème soit réglé, ce qui m'a notamment valu de me faire un peu engueuler par la marque. Mais bon, à un moment, quand je vous recommande un produit, j'engage ma responsabilité, je vais éviter de vous vendre de la saloperie, quoi. C'est la moindre des choses.
Difficile donc d'avoir confiance en cette marque qui a totalement délaissé les créateurs depuis la sortie de l'IO 44 et du révélateur dynamique en avril 2022. L'IO 44 rajoutant sur l'IO 24 une entrée-sortie combinée micro-casque en mini jack et une entrée ligne. Et pour clore ce chapitre iOS 24, toujours pas de compatibilité avec des contrôleurs MIDI ou Stream Deck, on est toujours sur un écosystème fermé. À ce prix, qui est approximativement maintenant quand elle apparaît en vente d'une centaine d'euros, il n'existe pas vraiment d'alternative dotée de capacité de traitement. Mais pour 50 à 100 euros de plus, vous pourrez vous tourner vers les Rode Streamer X, Roland Bridge Cast One et les Witt Connect 6, qui disposent toutes les trois de capacités de traitement et de préamplification plus qualitatives que les iO 24 et 44. La présentation de produits sortis après nous ramène dans l'univers des tranches de console car il s'agissait d'une revue de la Drummer MX60, un appareil qui m'avait été gentiment prêté par un abonné et que j'avais retourné. En janvier 2026, peu de choses à aborder sur ce produit qui devient de plus en plus difficile à trouver et qui de toute manière n'offrait pas une qualité sonore que j'avais trouvée à la hauteur. Ce qui est sûr, c'est que outre l'avis brut sur ce produit qui avait été fourni dans la vidéo, j'avais choisi l'angle de poser la question de est-ce que ces appareils sont toujours pertinents au moment où la vidéo était tournée ? Et la réponse c'était bof, de moins en moins. Et autant dire que cet avis a gagné en pertinence avec les années. Vous retrouverez maintenant sur le marché des interfaces audio de nombreux modèles dotés de capacités de traitement étendues et de préamplification qualitative. Vidéo d'après qui évoquait le micro USB 7 Rims SR USB Mini, un micro qui m'avait été donné par la marque et que j'avais offert en concours sur ma chaîne. En 2026, je vous dirais certainement de ne pas acheter ce micro parce que dans la catégorie des micros simples, qualitatifs et sans fioritures, Sennheiser propose le profile qui est assez convaincant, ayant les avantages supplémentaires d'être d'une marque connue et avec un contrôle physique du retour casque. Et si l'intérêt c'est de se doter d'un microphone particulièrement compact, comme c'était la principale qualité du SR USB Mini, je vous invite à vous tourner vers les propositions de Rode, soit le NT USB Mini qui porte bien son nom mais qui a des capacités de traitement réduites, soit le XM50 qui lui propose toute la palette de réglages Aphex. La vidéo suivante me plaît bien et est assez pertinente parce qu'elle évoquait le SE Electronics SE 2200, qui était un nom de la marque et qui, comme vous pouvez le voir, trône toujours fièrement sur mon bureau. Alors autant dire que je suis toujours autant fan de ce micro qui est devenu mon choix de prédilection pour toutes mes productions vidéo sur la chaîne depuis la publication de cette vidéo de présentation. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce SE 2200 était un peu une édition définitive d'une lignée de micros portant ce nom depuis plusieurs années. Et que SE Electronics ont fait quelques années après la même chose pour le SE 4400 qui avait déjà vu énormément de révisions précédentes, et que je serais bien curieux de tester un jour. Retournons dans l'univers de l'image avec la revue suivante qui évoquait l'encodeur vidéo Blackmagic Web Presenter 4K, un appareil qui m'avait été prêté par la marque et que j'avais retourné par la suite. J'avais été très peu convaincu par la qualité d'encodage de cet appareil, dont c'est pourtant la tâche, et avait suggéré comme évolution que la marque permette et débloque l'accès à tous les réglages de l'encodeur pour assurer et maximiser la qualité de rendu. Malheureusement, aucune mise à jour logicielle n'a été faite à l'appareil, débloquant ces options. En avril 2025, la marque a sorti une version révisée, disposant du même micro-logiciel, mais avec la capacité ajoutée de permettre d'encoder et d'envoyer le flux sur le protocole SRT, qui est un protocole plus fiable, sécurisé et moderne que le RTMP qui vous sert à envoyer votre flux vers Twitch ou YouTube. Autour d'un micro USB, le Fifine K658, qui était un don de la marque et que j'ai confié à l'un de mes proches par la suite. Avec le recul, je trouve que ma présentation était un peu trop douce sur cet appareil dont la qualité sonore était franchement pas top pour le prix qu'il valait. J'ai fait de nombreux éloges quant à l'esthétique de ce micro et je n'avais pas non plus été aveugle sur le manque de qualité sonore de celui-ci, mais ce verdict est arrivé beaucoup trop tard dans la vidéo que nombreux ont pris comme une review positive. Achetons donc par la suite cet appareil. Est sorti peu de temps après le Fifine K688, reprenant exactement le même concept mais avec l'ajout simple d'une sortie XLR en plus de l'USB, et depuis ces deux micros ont basiquement disparu du catalogue de Fifine, ayant été remplacés par la gamme AmpliTank avec deux références qui semblent plus convaincantes en termes de qualité sonore et de fabrication, les AmpliTank Tank 3 et 6. Mais je vous invite bien évidemment à vous renseigner avant d'investir dans ces appareils s'ils vous intéressent. Passons à un autre produit de chez Blackmagic, la Fairlight Desktop Console, qui était un prêt de la marque et que j'ai renvoyé. En même temps, je pense que si je l'avais gardé, vu son prix de 3500 €, je me serais tapé un procès. Toujours est-il que Blackmagic n'ont pas sorti depuis de nouvelles surfaces de contrôle dédiées à l'espace Fairlight de DaVinci Resolve. Il est intéressant de voir que pas mal de fabricants de surfaces de contrôle MIDI se sont mis aux écrans LCD couleur, ce qui n'était pas le cas précédemment, notamment Icon et SSL. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur la présentation d'un appareil qui parlait vraiment à une niche minuscule de mon audience, qui est déjà une niche en elle-même, et qui était clairement surtout là pour kiffer et voir ce qu'on peut avoir quand on a le budget d'un professionnel. Après Blackmagic Design, qui sont des habitués sur la chaîne, retournons à une autre marque habituée, SE Electronics. Pour évoquer ma présentation du Dynacaster, devenu peu de temps après par la création de la gamme, le Dynacaster DCM8. Ce micro, comme tous les appareils qui m'ont été envoyés par la marque, était donné.
et j'ai personnellement revendu celui-ci. En effet, lors de l'arrivée dans mon parc micro du Logisona ou du Bluesona, je me suis rendu compte que le Dynacaster avait un excès de présence dans les hauts médiums qui rendait assez mal sur ma voix. J'ai donc préféré celui-ci au Dynacaster. Pour des personnes qui n'ont pas ma tessiture de voix, cependant, le Dynacaster DCM8 reste un excellent micro, robuste, qualitatif, facile à nettoyer, c'est important, et avec un look vraiment atypique. Je reviendrai donc au Logisona dans quelques instants, mais d'abord, parlons du Yeti X que j'avais présenté dans ma vidéo suivante. Yeti X que j'avais acheté et que j'ai revendu par la suite, j'avais pas d'intérêt à garder un micro qui ne me plaisait pas du tout. Alors, je ne reviendrai pas sur mon verdict, je suis toujours aussi peu convaincu par la qualité sonore de ce micro. Cependant, il est intéressant de noter que celui-ci a disparu des catalogues, tout comme beaucoup de micros de la marque Blue suite à l'absorption de celle-ci par Logitech. Seuls le Yeti standard et le Yeti Nano sont encore à la vente. Passons désormais à deux solutions de fixation, micro, caméra et un petit peu tout. Les systèmes VGMLS et Ulanzi TT-ULBS, enfin c'est comme ça que je l'avais abrégé. Système que j'avais acheté de ma poche et que j'ai revendu par la suite, celui-ci étant quasiment incapable de tenir ma ZCam-E2S6, qui est une caméra qui pèse quand même assez lourd. Je ne vous recommanderais donc pas celle-ci si vous disposez d'équipements qui, comme le mien, pèsent très lourd. En revanche, si vous avez des webcams et micros assez légers, ça reste toujours très très bien comme choix, si vous arrivez à vous les procurer, parce qu'ils ont quasiment disparu des catalogues. Ce qui est sûr, c'est que l'achat et le test de ces équipements m'ont convaincu dans la construction de mon écosystème Novus Yellowtech actuel qui assure la tenue de tous mes appareils de création. Mais on n'est clairement pas sur les mêmes prix. On a quitté Blue il y a une minute, mais on y retourne déjà, il est temps de parler du Bluesona. Bon, qui s'appelle maintenant Logitech G Yeti Studio, et qui était un nom de la marque que j'ai donc toujours en ma possession. Celui-ci est toujours un excellent micro dynamique de diffusion. Je trouve simplement regrettable que Logitech n'ait toujours pas tiré avantage des bonnettes interchangeables pour en sortir d'autres de couleurs, parce que ce micro est même vraiment très beau et mérite des accents de couleur autres que la très belle bonnette rouge qui est fournie dans la boîte. Alors on le voit un peu moins maintenant sur mon bureau, bon déjà parce que je crée moins de contenu, mais surtout parce que le SE2200 reste un peu en place à l'heure actuelle par flemme de passer d'un micro à l'autre en fonction des besoins. La seule chose que je peux vous dire sur ce micro, c'est que j'ai apporté une modification que j'évoquais dans une vidéo verticale courte durée, Reel, TikTok, Short, qui est l'ajout d'une protection plosive interne supplémentaire. Restons chez Logitech pour évoquer la Litra Beam, le petit système d'éclairage qui m'avait été envoyé par la marque et que j'ai toujours en ma possession. Proposition qui est toujours très intéressante de par sa légèreté, sa facilité d'alimentation et sa conception un peu hybride qui permet de s'en servir tant comme éclairage d'intérieur que comme éclairage de production. Chose intéressante à noter, c'est que à l'instar des Micro Blue, celle-ci est passée d'une marque à l'autre, passant de Logitech for Creators à Logitech G. Et également qu'en décembre 2023, Logitech G ont sorti une version plus haut de gamme, la Litra Beam LX, qui sert d'ailleurs à éclairer derrière moi à l'heure actuelle, qui en fait est double face, c'est-à-dire que vous avez le blanc à teinte variable et à l'arrière, le RGB. C'est reparti pour un micro, le Maono PD400X, qui était un don de la marque et que j'ai revendu. J'avais présenté ce micro comme pertinent face au Shure MV7 de par les capacités de traitement dont il disposait pour son tarif et l'espoir que ces capacités de traitement s'étendent. Le problème, c'est que le constructeur n'a proposé aucune mise à jour de micro-logiciel permettant d'accéder concrètement au réglage de l'égaliseur. Mais pour leur défense, ils ont sorti en... je sais pas... je n'ai pas la date parce que franchement, si vous arrivez à trouver une information concrète et claire sur le site de Maono, contactez-moi. Mais toujours est-il qu'ils ont sorti le PD200W, qui est un micro assez intéressant parce que c'est un dynamique dans le style du 400X, avec connectivité USB et XLR et la possibilité de s'en servir en sans fil. Il a une batterie intégrée et un dongle USB qui se raccorde à votre ordinateur qui permet de s'en servir sans câble. Celui-ci dispose par ailleurs d'une réduction de bruit adaptative, d'un compresseur, d'un limiteur et d'un égaliseur avec des bandes réglables. Mais pour revenir au 400X, il a finalement été rendu obsolète par les PodMic USB et MV7+, qui disposent de véritables capacités de traitement et d'une meilleure qualité sonore. Accessoires pour micro atypiques, j'avais évoqué dans ma vidéo suivante les Xvive U3 et U3C, des appareils qui m'ont été envoyés par la marque et que j'ai par la suite revendus. Deux actualités sur ce produit, la première c'est que la marque a mis en vente les petits blocs batterie internes permettant une plus longue durée de vie à l'appareil lorsque les batteries internes ne fonctionneront plus correctement. Le problème, c'est que le démontage de ces petits émetteurs et récepteurs s'avère très compliqué sans dégrader la coque en plastique de l'appareil. Donc, ça aurait été intéressant d'accompagner cette démarche de développement durable par la sortie d'une version avec batterie détachable. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que la marque a sorti une version nouvelle de ces appareils, les U35 et U35C, en mars 2025, qui ont l'exact même châssis physique externe. Le seul changement est le passage d'une connexion 2,4 GHz à 5,8 GHz, qui est potentiellement moins chargée que la bande 2,4 et qui offre une latence réduite.
Ma vidéo suivante présentait le Synco Mic D2, un micro canon filaire XLR qui m'avait été envoyé par la marque et que j'ai revendu. Écoutez, j'ai rien à dire sur celui-ci, il est toujours en vente, il existe depuis sur le marché d'autres copies répliques du Sennheiser MKH416. La marque de son côté a sorti une version sans fil du D2, ce qui est assez intéressant techniquement parlant, mais qui a le désavantage de ne pas être doté de batterie échangeable à chaud, ce qui veut dire que sur un tournage long ou moyen, quand vous avez plus de batterie, vous avez plus de batterie. C'est pratique pour alléger la perche, mais si au bout d'un moment on peut plus percher du tout, on a l'air un peu con. Ma vidéo suivante évoquait l'étape de mixage Behringer Xenix. J'avais eu en ma possession une Behringer Xenix QX 1204 USB qui m'avait été prêtée par un ami et que j'ai renvoyé par la suite. L'angle que j'ai utilisé, le propos dans cette vidéo, s'est finalement révélé être assez controversé et mal compris par de nombreux spectateurs et spectatrices, qui l'ont pris pour du mépris pour une gamme d'appareils très abordable. L'idée, c'est pas de cracher sur des appareils qui, pour certains et certaines, sont les seuls abordables. La volonté, c'est d'inviter à la réflexion sur la qualité réelle de ces appareils et la pertinence de ces investissements sur le moyen long terme. C'est mon avis bien entendu, mais si c'est possible, attendre, économiser et acheter mieux est souvent une stratégie gagnante. Ou juste acheter mieux et d'occasion sur des sites de revente spécialisés comme Audiofanzine par exemple. On va pas commencer le compte à rebours, mais on n'est plus qu'à la 4e présentation de produit en date, et celle-ci évoquait à nouveau un micro de SE Electronics, le SE Electronics Dynacaster DCM6, qui avait été envoyé par la marque et que j'ai revendu par la suite. Ce micro avait la particularité d'intégrer un préampli inline dans son châssis, chose particulièrement intéressante pour un micro de diffusion qui était en dessous des 200 €. Le truc, c'est que l'évolution du marché des interfaces audio pour créateurs se caractérise non seulement par le développement de capacités de traitement, mais surtout l'amélioration des préamplis intégrés, pour tenir notamment le célèbre SM7B. L'intégration de préamplis inline dans les micros dynamiques de diffusion est donc de moins en moins pertinente, parce que même la 4e génération de Focusrite Scarlett annoncée en 2025 dispose maintenant de 69 dB de gain. Et tant qu'on est dans le milieu des interfaces audio, parlons de mon interface audio coup de cœur, la Lewitt Connect 6, qui a été envoyée par la marque et que j'ai toujours en ma possession. Donc c'est toujours un coup de cœur, c'est toujours une excellente interface, et celle-ci a eu le droit à une mise à jour logicielle colossale, qui a fait une refonte complète de l'assistant de configuration automatique, l'ajout de ducking sur toutes les tranches logicielles qui permet d'abaisser le niveau quand vous prenez la parole, et comme si les capacités d'entrée-sortie tant physique que virtuelle ne suffisaient pas, ils ont rajouté une arrivée d'audio logiciel et 2 départs virtuels additionnels. Ce que je regrette cependant, c'est qu'il n'y a toujours pas, et je pense que c'est assez définitif, la possibilité de contrôler cette interface via un contrôleur MIDI ou un Stream Deck. Et dans les autres actualités de la marque, la Connect est devenue une gamme avec l'arrivée de la Connect 2 en avril 2024, qui a les mêmes capacités de préamplification et de sortie casque, mais une utilisation, une configuration et une philosophie beaucoup plus simples. Donc c'est la qualité de la Connect 6, mais on remplace la flexibilité par la simplicité, et beaucoup moins d'entrée-sortie. Avant-dernier produit, les Antlion Audio Kimura Duo, qui était un don de la marque, que j'ai toujours en ma possession, comme vous pouvez le constater, et qui diffère de leur configuration de base par le câble. Alors c'est la magie des connecteurs MMCX et des écouteurs intra-auriculaires, c'est qu'ils sont interchangeables, et je les ai donc montés sur un câble mini jack standard parce que je m'en sers tout le temps. Ce sont devenus en fait mes écouteurs de prédilection quand je me promène, quand je joue sur mon Steam Deck, quand je suis en déplacement. Et je suis toujours conquis par leur signature sonore, ils sont vraiment très agréables. La seule chose que je leur reproche, c'est un haut médium et des aigus un peu trop prononcés, ce qui se règle facilement avec un égaliseur sur Deezer, Spotify ou que sais-je. Alors, le micro reste imparfait, le câble de base reste très sonore quand il s'agit de le bouger, mais pour de la communication en jeu et du jeu vidéo en général, ça répond parfaitement aux besoins. Mon principal regret, en fait, pour évoquer la marque au sens large, c'est pas sur les Kimura, c'est qu'en fait, il n'est pas sorti de mode mic broadcast. Le principal secteur d'Antlion Audio, ce sont des micros sur colle de cygne que vous pouvez ajouter à n'importe quel casque, en faisant un combiné micro-casque. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait quand même vachement bien d'avoir des solutions de ce style avec des capsules micro de vraie qualité. On pourrait donc imaginer des modes mic broadcast, une version dynamique, une version à condensateur en fonction des usages, et avec connectivité USB ou XLR. À partir de ce moment-là, les créateurs de contenu auraient la liberté de choisir le casque qu'ils veulent et d'y ajouter un micro. Et nous arrivons à la clôture de cette vidéo avec la OBS Bot Tiny 2, une webcam qui m'avait été envoyée par la marque et que j'ai toujours en ma possession.
C'est ma webcam de prédilection quand je suis en conférence vidéo et elle me sert également de deuxième caméra dans mes diffusions en direct. J'avais également une Insta360 Link qui était en caméra zénithale et que j'ai revendue, donc j'ai vendu la Link, j'ai gardé la Tiny. C'est toujours une excellente webcam avec des réglages de balance des blancs et une mise au point cependant un peu capricieux quand les conditions d'éclairage se dégradent. Mais le suivi automatique est juste excellent et la quantité de réglages depuis le logiciel dédié est folle. La marque avait annoncé une version light de celle-ci, proposant un capteur 1080p et des capacités de puissance de traitement un peu réduites, mais tout cela va potentiellement devenir un petit peu obsolète à moyen court terme, étant donné que la marque commence déjà à teaser l'arrivée des Tiny 3 et Tiny 3 Lite, donc début d'année 2026. Voilà, on a fait le tour de toutes les présentations de produits depuis le début de la sortie de ma chaîne. C'était une vidéo très longue et j'espère que les chapitres vous ont permis de naviguer dans les présentations de produits et l'actualisation des propos qui vous intéressent. Alors je vous rassure, si ce format vous plaît, je vous invite à me le dire en commentaire, les prochaines vidéos de cette série seront beaucoup plus courtes, étant donné qu'elles n'évoqueront que les présentations de produits de l'année précédente. Je vous souhaite à tous une excellente année 2026, qui semble pour l'instant être l'année de tous les possibles. La preuve, je suis de retour, j'ai sorti une vidéo, je suis vivant. Et j'espère donc, si le moral et le mental se maintiennent, vous dire à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.